Aujourd'hui, nous allons explorer le monde brutal et fascinant des joutes médiévales, le sport le plus prestigieux et le plus dangereux de la chevalerie européenne, et comment il s'est entrelacé avec la vie et le règne de l'un des monarques les plus célèbres de l'histoire anglaise, Henri VIII. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Imaginez une arène entourée de milliers de spectateurs. Des bannières, colorées flottent au vent, tandis que des trompettistes annoncent le début d'un affrontement que personne ici présent n'oserait oublier. D'un côté de la barrière en bois, un chevalier monté sur un étalon de guerre attend, immobile, couvert d'une armure qui pèse plus que ce que beaucoup d'hommes pourraient supporter debout. De l'autre côté, son adversaire se prépare de la même manière. Les deux tiennent des lances en bois massif d'environ 4 mètres de long. La foule fait silence un instant. Et alors, dans un rugissement de sabots contre la terre battue, les deux chevaliers s'élancent l'un contre l'autre à une vitesse qui peut dépasser les 30 km par heure. L'impact dure moins de 3 secondes. Dans ce bref intervalle, tout peut arriver. Une lance peut se briser contre l'écu de l'adversaire, déclenchant des applaudissements et des cris d'admiration. Un fragment de bois peut trouver une faille dans l'armure et percer la chair et l'os. Ou alors, le coup peut être si violent que le chevalier est arraché de sa selle et projeté au sol avec tout le poids de son armure sur le corps. C'était le monde des joutes, le sport le plus prestigieux et le plus mortel des tournois médiévaux. Et c'était le sport qu'Henri VIII d'Angleterre aimait par-dessus tout. Pour comprendre comment les joutes en sont venues à occuper cette place de choix, il est nécessaire de remonter le temps. Dans l'Europe médiévale, le chevalier monté était l'unité militaire la plus puissante sur le champ de bataille. Entraîner la coordination entre le cavalier et sa monture exigeait une pratique constante, et c'est de ce besoin que sont nés les premiers tournois. Avec l'arrivée des Normands en Angleterre, en 1066, les traditions martiales françaises se sont propagées dans les îles britanniques. Dans cette phase initiale, les tournois étaient des événements chaotiques et brutaux, avec des groupes de chevaliers s'affrontant en terrain découvert sans règles claires. La violence était telle que l'Église catholique alla jusqu'à interdire les tournois à plusieurs reprises, menaçant d'excommunication ceux qui y participaient. Malgré cela, les tournois continuèrent d'attirer des chevaliers de toute l'Europe, car ils offraient la chance de démontrer son courage, de conquérir la renommée et d'impressionner les dames de la cour par des exploits de bravoure. C'est pendant le règne de Richard Cœur de Lion, à la fin du XIIe siècle, que les tournois ont gagné une popularité massive en Angleterre. Au cours des siècles suivants, le combat en groupe fut progressivement remplacé par des affrontements individuels entre deux chevaliers, ce qui allait être connu sous le nom de joute. L'une des innovations les plus importantes fut l'introduction de la barrière centrale, appelée tilt, qui évolua d'une simple corde vers une structure en bois solide, empêchant les collisions frontales entre les chevaux. Cette innovation transforma la joute d'un exercice militaire chaotique en un sport réglementé et spectaculaire. Lorsque nous arrivons à la période Tudor, au début du XVIe siècle, les joutes s'étaient déjà imposées comme l'événement le plus prestigieux de n'importe quel tournoi. Les règles étaient claires et rigoureuses. 2 chevaliers se positionnaient aux extrémités opposées de la barrière centrale, chacun monté sur son cheval de guerre et brandissant une lance en bois massif. Au signal, tous deux lançaient leurs chevaux dans un galop contrôlé et avançaient l'un vers l'autre. Chaque assaut était appelé une course, et chaque course ne durait qu'environ 2 secondes et demie. Dans cet intervalle infime, le chevalier devait lancer son cheval à une vitesse d'environ 30 à 40 km par heure, le maintenir aligné avec la barrière, abaisser sa lance au moment précis et atteindre la cible. Les points étaient attribués selon le lieu de l'impact. L'objectif principal était de briser la lance contre 2 zones spécifiques de l'adversaire, l'écu qu'il portait sur l'épaule gauche ou le aume. Atteindre le aume était considérablement plus difficile et, par conséquent, valait plus de points et apportait plus de gloire aux chevaliers qui y parvenaient. Il y avait également une série d'infractions pouvant mener à la disqualification. Frapper la barrière centrale était interdit. Passer la lance transversalement devant le visage de l'adversaire n'était pas autorisé. Et, par-dessus tout, toucher le cheval de l'opposant était une faute gravissime, considérée comme profondément contraire au code de la chevalerie.
Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'objectif principal n'était pas de désarçonner l'adversaire. La véritable mesure de l'excellence était la capacité à briser des lances sur l'adversaire de manière précise et élégante. Un chevalier qui brisait plusieurs lances sur l'écu et le aume de son opposant était considéré comme plus digne d'honneur que celui qui renversait simplement son rival par un coup brutal. La joute était une démonstration de contrôle, de précision et de courage calculé. Un bon chevalier était celui qui non seulement atteignait son adversaire avec précision, mais qui se présentait également comme une cible ouverte pour être touché. Se recroqueviller ou s'esquiver était considéré comme lâche et déshonorant. C'était, par essence, un jeu de courage mutuel. Mais toute cette élégance et cette chevalerie ne pouvaient masquer une réalité inéluctable. Les joutes étaient extraordinairement dangereuses. Les chevaliers s'élançaient les uns contre les autres, montés sur des chevaux de guerre pouvant peser plus de 600 kilos, à des vitesses qui transformaient une lance en bois en un projectile mortel. Même avec les mesures de sécurité introduites au fil des siècles, les accidents étaient fréquents et les blessures pouvaient être terribles. Les fractures osseuses étaient courantes, causées tant par l'impact direct de la lance que par les chutes de cheval. Des lacérations profondes se produisaient lorsque les lances volaient en éclats et que les fragments de bois pénétraient par les failles de l'armure. Et la mort, bien qu'elle ne fût pas un événement quotidien dans les joutes, était une possibilité réelle que tous les participants connaissaient et acceptaient. L'une des mesures de sécurité les plus importantes était l'usage de lances dotées de pointes spéciales, appelées rochets. Au lieu d'une pointe d'acier acéré qui pourrait empaler l'adversaire, la lance de joute se terminait par une pièce de métal à 3 pointes émoussées. Ces 3 pointes servaient à répartir la force de l'impact sur une zone plus large et à empêcher la lance de pénétrer l'armure. Lorsque le rocher frappait l'écu de l'adversaire, les pointes s'accrochaient à la surface et la pression de l'impact faisait en sorte que la lance en bois se brise, dissipant l'énergie du coup. C'était un système ingénieux, mais loin d'être infaillible. Des fragments de bois pouvaient encore se détacher et trouver un chemin vers la chair, et la force de l'impact était encore suffisante pour causer de graves blessures internes. Les armures utilisées lors des joutes étaient des pièces d'ingénierie remarquables. L'armure de joute pouvait peser jusqu'à 50 kg, soit presque le double d'une armure de bataille. Elle était rigide et permettait très peu de mouvements, conçue spécifiquement pour supporter l'impact d'une lance pendant des fractions de seconde. Le aume était extrêmement lourd et fixé au pectoral pour qu'aucune faille n'existe entre la protection de la tête et celle du torse. La visière devait être abaissée avant chaque assaut, et tout manquement à cette procédure pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Sur l'épaule gauche, le chevalier portait un grand écu en bois renforcé, conçu pour servir de surface d'impact. La selle de joute était blindée, avec des parois hautes qui protégèrent le cavalier et le maintenaient fermement fixé à sa monture. Les chevaux utilisés lors des joutes étaient des animaux exceptionnels. Le plus prisé était le destrier, élevé et entraîné spécifiquement pour le combat. Contrairement à la conception populaire qui imagine des chevaux de guerre gigantesques, les recherches indiquent que les destriers mesuraient entre 14 et 16 mains de hauteur, une taille semblable à celle d'un cheval de chasse moderne. Ce qui les distinguait était la force, la musculature et l'entraînement. C'étaient toujours des étalons, choisis pour leur tempérament fougueux. Un bon destrier coûtait jusqu'à 7 ou 8 fois le prix d'un cheval ordinaire. Les chevaux recevaient également une armure. La tête était protégée par un chanfrein en métal, le poitrail par un poitrail de fer, et sur tout cela, ils arborèrent des caparaçons décoratifs aux armoiries, héraldiques de leurs chevaliers. C'est dans ce décor de splendeur et de danger qu'apparaît la figure d'Henri VIII d'Angleterre. Né en 1491, Henri était le second fils d'Henri VII, le premier monarque Tudor. Il n'était pas l'héritier originel du trône. Ce rôle appartenait à son frère aîné, Arthur, qui mourut prématurément en 1502, à l'âge de 15 ans. À la mort d'Arthur, le jeune Henri devint l'unique héritier de la couronne anglaise, et son père commença à le maintenir sous une surveillance constante, lui interdisant de participer à des activités qui pourraient mettre sa vie en péril.
Pour un jeune homme athlétique, vigoureux et passionné de sport, cette restriction dut être frustrante, au-delà de toute mesure. Tandis qu'il était maintenu à l'écart, Henri pouvait observer d'autres jeunes de la cour participer aux tournois et aux joutes, parmi lesquels un certain Charles Brandon, un garçon d'environ 7 ans son aîné, grand, athlétique, beau et extraordinairement talentueux dans l'arène. Brandon représentait tout ce que le jeune prince désirait être et faire. Il est possible qu'Henri ait vécu beaucoup de ses fantasmes sportifs à travers Brandon durant ces années de confinement forcé. À la mort d'Henri VII, en avril 1509, son fils de 17 ans monta sur le trône sous le nom d'Henri VIII. Et à partir de ce moment, plus personne ne pourrait l'empêcher de faire ce qu'il avait toujours souhaité. Le jeune roi était une figure impressionnante selon tous les critères. Les récits contemporains le décrivent comme un homme d'une stature exceptionnelle pour l'époque, mesurant environ 1,88 m, avec une constitution athlétique et musclée, des cheveux roux et une énergie qui semblait inépuisable. Il se consacrait avec passion à toutes sortes d'activités physiques, de la chasse à la lutte, du jeu de paume au tir à l'arc. Mais par-dessus tout, il aimait les joutes. Pour Henri, les joutes n'étaient pas seulement un sport ou un passe-temps. Elles étaient une déclaration politique. Dans un monde où le pouvoir d'un roi était constamment jugé par sa capacité à mener des armées et à inspirer le respect, l'habileté d'Henri dans l'arène du tournoi démontrait aux ambassadeurs étrangers, aux nobles rivaux et au peuple en général que le nouveau roi d'Angleterre était un guerrier formidable, un chef courageux et un monarque qui incarnait les idéaux de la chevalerie. Chaque lance qu'il brisait sur l'écu d'un adversaire était un message envoyé au monde entier. Les tournois d'Henri VIII n'étaient pas de simples événements sportifs. C'étaient des spectacles soigneusement planifiés pour afficher la richesse et la magnificence de la cour Tudor. L'un des exemples les plus extraordinaires fut le tournoi de Westminster de 1511, organisé pour célébrer la naissance du premier fils d'Henri avec Catherine d'Aragon. Le tournoi fut structuré comme une allégorie chevaleresque, inspirée des traditions de la cour de Bourgogne. 4 chevaliers, interprétés par le roi lui-même et par 3 courtisans, incarnèrent des personnages dont les noms provenaient du roman de la Rose. Henri assuma le rôle de cœur loyal. Le tournoi fut précédé de processions élaborées avec des décors mobiles ressemblant à des forêts enchantées surmontées de châteaux dorés. Les scores furent méticuleusement enregistrés et montrent que cœur loyal, Henri lui-même, fut le chevalier le plus performant. Le roi commanda un registre pictural, le Westminster Tournament Roll, le rouleau du tournoi de Westminster, un parchemin de près de 18 mètres qui survit encore aujourd'hui au College of Arms à Londres. La tragédie, cependant, côtoyait de près la splendeur. Le petit prince dont l'arrivée au monde avait été célébrée avec tant de magnificence mourut seulement 10 jours après le tournoi. La perte fut dévastatrice pour Henri et Catherine, mais le roi ne laissa pas le deuil l'éloigner de la reine. Dans les années qui suivirent, il continua d'organiser et de participer à des tournois avec une fréquence et un enthousiasme qui impressionnaient même ses contemporains les plus proches. Et c'est ici que la figure de Charles Brandon redevient centrale dans ce récit. Brandon, qui avait été élevé par Henri au titre de duc de Suffolk en reconnaissance de ses talents et de la profonde amitié qui les unissait, était l'un des très rares hommes en Angleterre capable de rivaliser avec le roi dans l'arène. Les deux joutaient ensemble fréquemment, et Brandon était l'un des rares opposants pouvant offrir à Henri un véritable défi. Le roi lui-même se plaignait lorsque ses adversaires n'étaient pas à sa hauteur, allant jusqu'à jurer à une occasion qu'il ne jouerait plus jamais contre des adversaires aussi médiocres. Brandon était l'antidote à cette frustration. Les registres indiquent que, lorsque les deux s'affrontaient, Brandon brisait autant de lances que le roi, démontrant que les résultats d'Henri aux joutes n'étaient pas le produit de courtisans qui se laissaient vaincre par peur ou servilité, mais le reflet d'une compétence authentique. Et ici surgit une question inévitable. Lorsqu'un chevalier joutait contre le roi d'Angleterre lui-même, y avait-il une forme de concession? Permettait-on au monarque de gagner par courtoisie? La réponse, selon les registres historiques et les récits des contemporains, est non.
Toute exception aurait été immédiatement remarquée par les spectateurs, qui comprenaient des ambassadeurs étrangers, des nobles expérimentés et des connaisseurs profonds des règles et des subtilités du sport. Une victoire fabriquée n'aurait pas eu la même valeur, et plus encore, aurait été une humiliation pour un roi qui s'enorgueillissait de ses talents réels. La performance d'Henri dans l'arène dépendait entièrement de son propre talent, et c'est précisément pour cela que ses exploits étaient tant admirés. Les femmes, bien qu'elles ne participassent pas aux joutes proprement dites, jouaient un rôle fondamental dans le cérémonial et la culture entourant le sport. Toute la logique des joutes, en réalité, était imprégnée des idéaux de la chevalerie courtoise, où le chevalier luttait au nom d'une dame et cherchait à l'honorer par ses exploits. Tout ce qui se passait dans l'arène était, en un sens, dédié aux femmes qui regardaient depuis les tribunes. Les dames de la cour pouvaient choisir le meilleur chevalier du tournoi, accorder des lances supplémentaires à ceux qui s'étaient distingués et, de manière notable, avaient le pouvoir de disqualifier les chevaliers qui faisaient preuve d'un comportement indigne de la chevalerie. Cette autorité féminine sur la conduite dans l'arène renforçait l'idée que les joutes n'étaient pas seulement une compétition de force brute, mais une célébration de valeurs plus larges, où la courtoisie, l'élégance et le respect étaient aussi importants que l'habileté martiale. L'un des épisodes les plus grandioses de la carrière d'Henri se déroula hors d'Angleterre, en juin 1520, dans les plaines entre Guînes et Ardres, dans le nord de la France. Pendant 18 jours, Henri VIII et le roi François Ier de France se rencontrèrent lors d'un événement d'une telle opulence qu'il resta gravé dans l'histoire sous le nom de camp du Drap d'Or. Organisé par le cardinal Thomas Wolsey comme un sommet diplomatique, la rencontre se transforma en une compétition voilée entre les deux jeunes rois. Henri emmena une suite de plus de 5000 personnes et fit construire un palais temporaire couvrant près de 10 000 mètres carrés. Les Français répondirent par des centaines de tentes faites de tissus précieux. Henri se présenta à un tournoi vêtu d'une armure ornée de plus de 2000 grammes d'or et de plus de 1000 perles. Une décision diplomatique importante détermina qu'Henri et François jouteraient du même côté pour éviter qu'ils n'aient à s'affronter directement. Une armure qu'Henri utilisa lors des combats à pied de cet événement survit encore aujourd'hui au Royal Armoury de Leeds, s'ajustant au corps du roi comme une seconde peau et révélant un homme de 29 ans, d'1,88 m, musclé et athlétique. Et les accidents arrivèrent. En mars 1524, Henri affronta Charles Brandon, duc de Suffolk, lors d'une joute qui faillit se terminer en tragédie. Le roi, impatient de tester une nouvelle armure de sa propre conception, oublia d'abaisser sa visière avant de lancer son cheval à l'assaut. Brandon, de l'autre côté de la barrière, portait un aume qui limitait sévèrement sa vision et ne pouvait entendre les cris désespérés des spectateurs lui demandant de s'arrêter. Le duc avança à toute vitesse et sa lance frappa l'intérieur du aume ouvert d'Henri, volant en éclats et projetant des fragments de bois sur le visage du roi. Par miracle, Henri ne perdit pas la vue. Le roi, faisant preuve d'une magnanimité qui deviendrait de plus en plus rare dans ces années ultérieures, refusa de blâmer Brandon pour l'incident, déclarant que la responsabilité lui incombait entièrement pour ne pas avoir baissé sa visière. Brandon, profondément ébranlé, jura qu'il ne jouterait plus jamais contre le roi. Henri, cependant, ne prit pas ce serment au sérieux. Il avait besoin d'adversaires à sa hauteur, et Brandon était l'un des rares à pouvoir les lui offrir. 9 mois plus tard, les deux étaient à nouveau de part et d'autre de la barrière. Mais l'accident de 1524 n'était qu'un prélude. 12 ans plus tard, le 24 janvier 1536, lors d'un tournoi au palais de Greenwich, Henri subit l'accident que beaucoup d'historiateurs considèrent comme un tournant décisif dans sa vie et dans son règne. Le roi, alors âgé de 44 ans, n'était plus le jeune athlète de 1520. Son corps avait considérablement changé. Il avait pris un poids significatif, pesant plus de 125 kg, et souffrait d'ulcères douloureux aux jambes qui entravaient ses mouvements. Ses médecins lui conseillaient d'abandonner les joutes, mais Henri, obstiné comme toujours, refusait d'accepter que son corps n'était plus à la hauteur de ses ambitions. Ce jour de janvier,
Alors qu'il joutait en armure complète, son cheval trébucha et tomba sur lui, le piégeant sous le poids combiné de l'animal et de l'armure. Des témoins rapportèrent que le roi resta inconscient pendant 2 heures. La cour entière paniqua. Les courtisans couraient dans tous les sens, convaincus que le roi était mort. L'ambassadeur impérial, Eustache Chapuis, nota que les rumeurs de la mort d'Henri se propagèrent rapidement, et qu'Anne Boleyn, alors enceinte, aurait fait une fausse couche en apprenant la fausse nouvelle. La perte de cet enfant ébranla profondément la position d'Anne à la cour, contribuant à la chaîne d'événements qui culmineraient par son exécution seulement 4 mois plus tard. Henri survécut à l'accident de 1536, mais de nombreux historiens soutiennent que l'homme qui sortit de cette arène ne fut plus jamais le même. Des théories modernes suggèrent que le roi a pu subir un traumatisme crânien qui a altéré son comportement de façon permanente. L'Henri des années précédant 1536, bien qu'il montrât déjà des signes de tempérament volatile et d'égocentrisme, était aussi capable de générosité, de magnanimité et d'une affection sincère pour ceux qui l'entouraient. L'Henri des années postérieures à 1536 devint progressivement plus paranoïaque, plus cruel et plus imprévisible. Cette transformation comportementale, qui était autrefois attribuée uniquement au stress politique et au pouvoir absolu, est désormais perçue par certains chercheurs comme possiblement liée aux effets cumulatifs de multiples traumatismes crâniens subis au fil de décennies de participation aux joutes et à d'autres sports de contact. C'est une hypothèse qui reste en débat, mais qui ajoute une couche fascinante et perturbante à l'histoire de l'un des monarques les plus complexes de l'histoire anglaise. Henri ne fut pas le seul roi à subir les conséquences des joutes. Le 30 juin 1559, le roi Henri II de France participa à un tournoi à Paris pour célébrer la paix du Cateau-Cambrésis et le mariage de sa fille Élisabeth avec Philippe II d'Espagne. Le roi, alors âgé de 40 ans, portant les couleurs de sa maîtresse Diane de Poitiers, affronta Gabriel de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise. Après un assaut où Montgomery faillit le renverser, la reine Catherine de Médicis et les courtisans supplièrent Henri d'arrêter. Mais le roi insista. Lors de l'assaut suivant, la lance de Montgomery frappa le aume du roi et se brisa. Un fragment pénétra par la visière, perça l'œil droit d'Henri et se logea dans son cerveau. Les meilleurs médecins de l'époque, dont Ambroise Paré et André Vézal, furent appelés, mais les dommages étaient irréversibles. Henri II mourut 11 jours plus tard. Sa mort marqua la fin des joutes en tant que sport pratiqué par les monarques en France. De retour en Angleterre, les joutes n'étaient pas accessibles à n'importe qui. Les coûts étaient immenses, chevaux de guerre, écuyers, armuriers, maréchaux ferrants. L'armure elle-même était un investissement colossal, non seulement fonctionnel, mais aussi une œuvre d'art, décorée de gravures et de dorures. Par conséquent, les joutes étaient pratiquées par des rois, des ducs, des comtes et des barons, les hommes au sommet de la pyramide sociale. L'état émotionnel du chevalier était tout aussi important que son habileté technique. Un bon chevalier devait être parfaitement calme. S'il était stressé ou en colère, cette perturbation se transmettait au cheval, qui pouvait s'écarter ou réagir de manière imprévisible. L'harmonie entre le cavalier et sa monture était essentielle au succès. Charles Brandon resta aux côtés d'Henri VIII durant presque toute sa vie. En 1515, Brandon commit un acte de haute trahison en épousant Marie Tudor, la sœur du roi, sans permission royale. Henri, bien que furieux, pardonna rapidement à son ami. Brandon accompagna le roi à travers les tempêtes politiques de son règne, y compris la rupture avec Rome et les multiples mariages. Il fut l'un des rares amis qu'Henri n'envoya jamais à l'exécution. Lorsque Brandon mourut en août 1545, le roi déclara qu'il avait été l'un de ses meilleurs amis, toujours loyal et généreux, et ordonna qu'il soit enterré avec une grande cérémonie dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, où Henri lui-même serait inhumé moins de 2 ans plus tard. Henri VIII mourut le 28 de janvier 1547, à l'âge de 55 ans. Son corps, dévasté par des années d'excès, de maladies et par les effets cumulatifs d'une vie dédiée aux sports les plus violents de son époque,
n'avait plus rien de l'athlète svelte et vigoureux qui avait enchanté l'Europe en 1520. Mais son héritage en tant que plus célèbre chevalier royal d'Angleterre resta intact. Les armures qu'il a portées, les parchemins qui ont consigné ses exploits, les fiches de score qui ont documenté ses victoires, tout cela a survécu au siècle et continue de fasciner les historiens et les visiteurs des musées aujourd'hui. Les joutes disparurent progressivement au cours du XVIIe siècle, remplacées par d'autres formes de divertissement équestre et rendues obsolètes par l'évolution de la technologie militaire. Mais la fascination pour ce sport n'a jamais disparu. Depuis les années 1970, des groupes de reconstitution historique se consacrent à recréer les joutes médiévales avec des répliques d'armures et des lances en bois. Les Royal Armouries au Royaume-Uni organisent régulièrement des démonstrations qui attirent des milliers de spectateurs, servant de rappel vivant d'une tradition qui, pendant des siècles, a défini ce que signifiait être noble, être courageux et être un chevalier. En regardant en arrière, il est impossible de ne pas ressentir de l'admiration pour l'étrange beauté des joutes médiévales. Un sport qui exigeait de la force, de la précision, un courage inébranlable et la volonté de mettre sa propre vie en jeu au nom de l'honneur. Henri VIII, avec sa passion débordante, incarnait parfaitement cette culture. Les accidents de 1524 et 1536 ont laissé des marques permanentes sur son corps et, possiblement, sur son esprit. Mais même lorsque son corps n'obéissait plus aux ambitions de sa volonté, Henri refusait d'abandonner l'arène. S'il avait conservé la santé, beaucoup pensent qu'il aurait continué à jouter jusqu'au dernier jour de sa vie. Et c'est ce genre d'histoire que les joutes médiévales nous racontent, une histoire de bravoure, de vanité, de gloire et de conséquences, résonnant à travers les siècles comme le tonnerre lointain des sabots des chevaux de guerre dans une arène qui n'existe plus. Si ce récit a captivé votre imagination et vous a transporté dans les arènes du XVIe siècle, considérez cela comme une invitation à continuer l'exploration. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres documentaires comme celui-ci. Laissez votre commentaire en nous disant quel aspect des joutes médiévales a le plus attiré votre attention et n'oubliez pas de laisser un j'aime. Tout comme les chevaliers qui brisaient leur lance en quête d'honneur et de reconnaissance, votre soutien est la force qui nous pousse à continuer de raconter les histoires les plus fascinantes de l'histoire. À la prochaine charge.